Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Dans ce nouvel épisode du Z-Podcast, c'est un peu spécial aujourd'hui puisqu'il n'y aura pas d'actualité. Olivier Mouton reçoit Geoffrey Wolters, organisateur de l'opération Lisez le Belge, une campagne visant à célébrer la santé du livre belge francophone. Ils aborderont donc la santé du livre en Belgique. C'est valoriser un patrimoine dont on n'est certainement pas assez fier, comme souvent en Belgique, mais surtout qu'on ne connaît pas, qui est très peu ou trop peu diffusé. Ensuite, Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, nous parlera des élections américaines. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Pas d'actualité en tant que telle aujourd'hui, alors on en profite pour aller un peu plus en profondeur sur un sujet important, la santé du livre en Belgique. C'est l'occasion pour Olivier Mouton de recevoir Geoffrey Wolters, un des représentants du secteur de l'édition en Belgique et organisateur de l'opération Lisez le Belge qui commence ce samedi. Le moment de dresser un bilan économique du secteur et d'identifier les initiatives visant à le redynamiser. Peut-être pour commencer, et tous vous avez peut-être dans votre bibliothèque du Georges Simenon, du Thomas Gunzig, du Bruno Coleman, l'économiste. Est-ce que déjà vous avez quoi dans votre bibliothèque, Geoffrey Wolters ? Moi j'ai une bibliothèque très éclectique. Alors les trois auteurs que vous citez, c'est assez amusant parce qu'effectivement Thomas Gunzig c'est un auteur contemporain qu'on croise beaucoup aujourd'hui. Simenon c'est l'auteur de notre jeunesse, de mon enfance, et on garde toujours un certain attachement à ceux qui nous ont fait grandir à l'époque. Et Bruno Coleman, il se fait qu'il a été édité dans une maison d'édition dont j'ai été actif par le passé, que j'ai imprimé aussi, puisque j'ai un petit passé d'imprimeur. Donc voilà. Il y a donc ça résonne, tout ça résonne, absolument. Et sinon, quel est votre auteur préféré du moment ? Alors, j'ai pas vraiment d'auteur préféré, mais le dernier bouquin que j'ai lu, c'est celui de Quentin Jardon, Le chagrin moderne, que j'ai découvert un peu par hasard. En fait, je connais Quentin Jardon par ses articles dans Wilfried notamment. Ouais. Tout à fait, dans Wilfried. Et donc, j'ai découvert son bouquin qui est pas mal et assez interpellant. Alors, pour commencer, peut-être préciser ce qu'est le Pillen. Alors, un partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Vous êtes un des acteurs qui contribue à la promotion du secteur du livre en Belgique, mais c'est quoi exactement ? Alors, le Pillen, ce partenariat interprofessionnel, c'est un peu la maison commune de la filière du livre, de l'écosystème du livre. Donc, les acteurs du Pillen, ce sont les fédérations professionnelles des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires. Donc au sein de cette maison, au sein de cette plateforme, on peut se coordonner, on organise des formations, des actions de promotion, on fait également du lobbying. Voilà, ça c'est vraiment le rôle du Pillen, et également aussi des études sur différents sujets, comme un des grands sujets à la mode sur l'intelligence artificielle, une étude qui va commencer d'ici quelques semaines. Alors votre actualité, c'est notamment cette campagne Lisez le Belge, c'est tout le mois de novembre, si je m'abuse. Ça consiste en quoi ? Alors Lisez-vous le Belge, c'est une campagne de notoriété qui vise à mettre en avant notre production belge, notre création belge. Donc on met en avant des auteurs belges, publiés en Belgique ou non, et des éditeurs belges. Donc ça se traduit par une présence médiatique importante, d'une part, et d'autre part, par des partenariats avec des libraires, des bibliothécaires, des centres culturels qui organisent des événements où on met tous ces événements en évidence, chaque événement faisant la promotion d'un créateur ou d'un auteur belge. C'est valoriser quelque chose dont on n'est peut-être pas assez fier en réalité. C'est valoriser un patrimoine dont on n'est certainement pas assez fier, comme souvent en Belgique, mais surtout qu'on ne connaît pas, qui est très peu ou trop peu diffusé. Donc il faut savoir que dans les librairies générales, plus de 90% de ce qui est proposé sont des livres importés de France. Donc là-dedans, la littérature belge, elle occupe un minuscule espace. Or, il y a des choses remarquables à découvrir.
Alors, comment se porte le marché en Belgique? Alors, il faut distinguer évidemment le marché du livre, du secteur du livre, parce que le marché, effectivement, sans doute, ça va intégrer toutes les œuvres venant de France notamment. Le secteur, c'est bien les éditeurs en Belgique. C'est ça. Alors, il y a le secteur de l'édition, où en fait, j'ai envie de dire, il y a des secteur de l'édition, parce que la situation est très contrastée. On a par exemple des éditeurs très spécialisés comme les éditeurs juridiques qui doivent bien sûr se battre, mais qui globalement se portent pas mal et sont assez innovants. Et d'autre part, on peut dire il y a tous les éditeurs littéraires où la situation est extrêmement compliquée, où on a connu des cessations d'activité ces derniers mois, dernières années. On a aussi la BD, qui est notre premier exportateur de livres, donc il arrive aussi à tirer son épingle du jeu. Donc c'est vraiment extrêmement contrasté suivant les genres. Le livre scolaire reste important ou pas? Alors le livre scolaire reste bien sûr très important. Il est très particulier parce qu'il est lié en fait à l'enseignement. Donc il dépend de l'enseignement et il a très peu de possibilités d'exportation puisqu'il s'adapte au programme franco-belge. Je voyais que l'activité éditoriale, le chiffre date de 2023, donc je ne pense pas qu'on a encore les derniers chiffres déjà, mais qui montrait que l'activité éditoriale se portait bien, en fait plutôt en croissance, que la difficulté, en tout cas pour cette période-là, c'était que l'inflation absorbait les revenus, en tout cas les bénéfices. Oui, donc c'est un secteur qui était très touché par l'inflation, et y compris, on parle de l'édition, mais également les libraires, où cette inflation était supérieure à l'augmentation des chiffres d'affaires. Donc, oui, le prix du papier a doublé à un moment, par exemple. Enfin... Oui, il y a le prix du papier, c'est effectivement un facteur important, mais surtout les frais de personnel. Ouais. Il faut savoir que c'est tout un secteur où extrêmement intensif en main-d'œuvre, que ce soit dans l'édition ou même en librairie. Les premiers coûts, c'est la main-d'œuvre. Alors, vous avez dit il y a eu quelques faillites, quelques reprises, ça a occupé un peu le devant de la scène. C'est un symptôme, en fait, finalement, de la difficulté que les acteurs éprouvent? Oui, c'est certainement un symptôme. Mais bon, quand on regarde les chiffres, on voit qu'au fil du temps, cette activité reste sur le fil. De nouveau très contrasté, on a parlé des éditeurs, on peut un peu parler des libraires. Les libraires, là aussi, on a un dynamisme, on a des petites librairies qui s'ouvrent, des initiatives avec des équipes assez jeunes. Je pense qu'ici sur Bruxelles, dernièrement, il y a encore 2 ou 3 librairies qui ont ouvertes. Et en face de ça, on a des librairies plus anciennes, plus grandes, qui ont énormément de difficultés. On a parlé du cas de Filigrane, par exemple, qui est évidemment emblématique. Mais... Le cas de Filigrane est emblématique, mais avant ça, on a eu la disparition des librairies Agora, il n'y a pas tellement longtemps, la disparition du Furet du Nord, il y a Cultura qui s'est retiré du marché belge, donc il y a une mutation qui est en cours aussi du côté des libraires, où ils doivent se réinventer, mais il y a un dynamisme qui est là aussi, et qui fait que ce secteur parvient à garder la tête hors du lot avec des micro-marges, puisqu'on parle de 1 à 2% qu'ils arrivent à dégager en fin d'année, une fois qu'ils ont assumé toutes leurs charges. Après, il y a des miracles aussi qui sont peut-être uniques. On a beaucoup parlé des éditions Kennes, si je ne m'abuse, qui étaient en procédure de redressement judiciaire et qui ont eu la chance d'avoir un auteur qui a cartonné, en l'occurrence Philippe Boxot, qui est ce médecin légiste qui a obtenu des scores incroyables. Bon, ça, c'est un miracle en réalité. Oui, c'est un petit miracle. Alors, bien sûr, il ne faut pas occulter le travail éditorial ou le flair qu'a eu l'éditeur pour prendre cet ouvrage et cet auteur dans son catalogue. Je serais surpris qu'il ait anticipé un tel succès. Voilà, mais ça montre aussi ce qu'il faut et ce qu'il manque à l'édition belge. Les succès de ce type-là sont exceptionnels. On a des plus petits succès qui sont rares. Pourquoi ? Parce qu'en général, ces auteurs sont immédiatement captés par des grands groupes français. Ici, on a la chance, les éditions Kennes ont la chance aussi d'avoir un auteur qui est resté fidèle à ses principes et qui n'a pas quitté son éditeur, mais beaucoup d'autres ne l'ont pas fait pour diverses raisons. Et donc, c'est clair que pour des auteurs de cette envergure-là, l'offre est beaucoup plus alléchante dans un des grands groupes, dans un des majors de l'édition francophone, un des grands 5 groupes parisiens qui trustent tout le marché.
Alors, est-ce que le rôle des pouvoirs publics est important ? Il y a notamment une question qui se pose parfois sur le prix du livre, parce qu'on dépend en fait du marché français, si je ne m'abuse. Donc, quelque part, le prix est fixé à un niveau qui tient surtout compte des conditions françaises. Mais de manière plus large, est-ce que les pouvoirs publics interviennent suffisamment, soutiennent assez fort ? Est-ce qu'ils sont assez fiers, comme on le disait, de ce secteur ? Petit mot sur le prix du livre, c'est extrêmement important. Ça a permis d'harmoniser le marché. Ça a permis d'éviter des surtaxes, je ne vais pas rentrer dans les détails diverses et autres, mais ça a permis de... Donc important positivement, en l'occurrence. Positivement, Okay, hein, ouais. le prix unique du livre est quelque chose d'extrêmement positif. Il a par exemple permis à l'époque de supprimer toute une série de concurrences déloyales, entre autres avec des grands groupes sur Internet, et de permettre aux libraires de vendre au même prix que sur des très gros acteurs du livre sur Internet. Donc le secteur ne revient pas là-dessus, c'est quelque chose de vraiment important qui doit être préservé, qui peut être éventuellement adapté en suivant les circonstances. On parle de changement de régime TVA par exemple, mais globalement c'est une excellente mesure. Est-ce que les pouvoirs publics interviennent suffisamment ? Les pouvoirs publics, est-ce qu'ils interviennent suffisamment ? Ils sont présents, mais il y a pas mal de pain sur la planche. On dit souvent que le secteur du livre est le parent pauvre de la culture. Oui, effectivement. Ouais. Hein, donc la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Et là-dessus, le livre, c'est moins d'1,5%. C'est 1,5%. Donc c'est vraiment rien du tout par rapport au poids du secteur de la création des auteurs et du livre, etc., par rapport au poids à la fois culturel et économique. C'est pire que le parent pauvre. C'est de l'indigence. Et est-ce qu'il y a une volonté de revoir ça ? Alors, il y a une volonté de faire ça. Il y a eu un lobbying, une sensibilisation intense de la part de tout le secteur, qui était entendu par tous les partis et reconnu par tous les partis avant les élections. Et donc, on se réjouit que ça ait été repris dans la déclaration de politique, à la fois principalement du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également en région wallonne, parce que le côté économique du livre est également fondamental. Et qu'est-ce que vous pourriez attendre ? C'est-à-dire, c'est une hausse des aides alors Alors, il y a un refinancement, effectivement, des aides. On parle, par exemple, des bourses à la création, qui sont essentiellement destinées aux auteurs, pardon. On parle également des aides aux éditeurs. Certainement, si on veut donner les moyens aux éditeurs d'éditer des choses parfois un peu plus risquées ou plus compliquées, etc. On parle aussi d'aide économique, comme pour n'importe quelle entreprise, pour permettre aussi à ces maisons d'édition d'atteindre une taille ou un volume suffisant pour subsister. Et à côté de ça, il y a un autre projet qui est en cours, qui est très important, qui doit être soutenu. Il y a un projet de distribution mutualisée qui permet aux éditeurs d'avoir accès beaucoup plus facilement au marché francophone, essentiellement français. Et donc, ce type de dispositif a des effets leviers incroyables. Il faut absolument soutenir ces mesures qui, in fine, vont rapporter plus à la collectivité et aux caisses de l'État que ce qu'elles ne coûtent. Alors, est-ce que la digitalisation, vous avez parlé d'une étude que vous allez entamer sur l'intelligence artificielle, est-ce que tout ça, ce sont des opportunités, des dangers pour le secteur ? Comment vous l'appréhendez ? Alors, il y a des opportunités, certainement. Il y a aussi des dangers. Si on parle de l'intelligence artificielle, c'est clair que ça fait peur. C'est le premier réflexe. Et quand on voit le pillage qu'il y a déjà eu dans tout ce qui est création, c'est pas rien que les auteurs... Avant, c'était la photocopie. Mais ouais. Oui, avant la photocopie, mais on faisait une photocopie, elle était localisée. Ici, ça se retrouve dans des bases de données mondiales. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qui y a accès, on ne sait pas comment l'information est traitée. Donc, il y a effectivement un pillage qui a eu lieu. Et il faut prévenir ça à l'avenir. Et donc, il faut absolument légiférer là-dedans pour protéger les auteurs et leurs droits. À côté de ça, il y a des opportunités. On sait que le monde artistique s'est toujours emparé des nouvelles technologies pour les utiliser ou même les détourner. Donc voilà, ça on n'y échappera pas et je pense qu'il y a des opportunités qui sont là aussi. Dans le secteur, l'intelligence artificielle va offrir des opportunités d'optimiser une série de choses.
Il faudrait peut-être d'ailleurs parler des intelligences artificielles plutôt qu'il n'y en a pas une seule. Mais on voit que certains acteurs qui ont déjà un certain volume l'utilisent, par exemple, pour optimiser des gestions de stock ou de la logistique qui est particulièrement complexe dans le monde du livre. Donc oui, il y a toute une série d'opportunités et c'est pour ça qu'on veut démarrer cette étude. C'est à la fois pour les identifier et voir dans le secteur où elles colleront mieux à la réalité de tous ces acteurs. Alors Geoffrey Wolters, lisez le Belge, vous êtes confiant en réalité par rapport à l'impact que la campagne peut avoir, mais aussi par rapport au lendemain de la création en Belgique. Ouais. On est très confiant et là, elle n'a pas encore débuté puisque à l'heure où on enregistre, on est 2 jours avant le 1er novembre. Mais on peut déjà dire que c'est un succès par les participations annoncées. On a 83 maisons d'édition. On avait moins de 70 l'année dernière. On a 70 libraires, on avait 65 l'année dernière, 230 bibliothèques. Nouveau, on n'a pas fait l'année dernière, mais on s'est adressé aux écoles et on a un taux de réponse incroyable. Il y a 180 écoles qui ont répondu, ce qui représente plus de 500 classes et près de 11 000 élèves touchés par cette campagne. Donc oui, c'est un succès et c'est ça qu'on veut atteindre, c'est toucher les gens, montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans la littérature belge au sens large, parce qu'on ne se limite pas à la littérature générale, il y a aussi la BD, les sciences humaines, etc. Mais donc les toucher, leur montrer qu'il y a une production belge, et ça c'est l'objectif principal. Donc si demain, grâce à ça, on peut convaincre un auteur belge de dire tiens, je me ferai quand même éditer en Belgique, ça vaut la peine, ou convaincre un lecteur de dire tiens, quand je vais à la bibliothèque, je vais quand même regarder ce qu'il y a comme production de gens proches de chez moi, eh bien, on a gagné la partie. La fierté peut-être de retour. Geoffrey Wolters, merci beaucoup. Comme l'explique Geoffrey Wolters, c'est peut-être l'occasion de retrouver un sentiment de fierté pour les productions belges. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Comme chaque semaine, Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, pose un regard décalé sur l'actualité économique. Ce samedi, il s'exprime à propos des élections aux États-Unis. Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour redonner du lustre à l'économie américaine et aussi aux classes moyennes populaires qui votent pour lui. Il estime que depuis que la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC, il y a plus de 5 millions de jobs, notamment dans l'industrie, qui ont disparu, soi-disant à cause de la Chine, qui sont souvent des jobs bien payés. Donc il voit que la classe moyenne a été décimée, en tout cas d'après ses dires, à cause justement de cette ouverture déloyale selon ses propos. Et donc il essaye de redonner du lustre au Made in America. Alors évidemment le Made in America il coûte beaucoup plus cher, il faut trouver des débouchés et le droit de douane lui permet effectivement de se refaire des muscles et puis surtout d'empêcher, je dirais, une concurrence déloyale, en tout cas de nouveau toujours d'après lui, de faire venir un certain nombre de produits sur le sol américain et d'où effectivement ces droits de douane de 10% sur l'ensemble du monde et 60% sur la Chine. Alors pourquoi 10% d'ailleurs sur le reste du monde ? C'est parce qu'il sait très bien aussi que les Chinois essayent de contourner, essayent pas, le font, essayent de contourner, je dirais, ces droits de douane en s'installant soit dans des pays proches comme le Mexique, soit dans d'autres pays comme le Vietnam. Donc effectivement, ce sera le danger, c'est qu'on risque d'être une victime collatérale, je dirais, de ce combat entre les deux superpuissances, États-Unis-Chine, pour la suprématie, je dirais, pour le podium, en fait, le podium pour être la puissance économique numéro 1 mondiale. Alors là, visiblement, la Chine a pris un petit peu de retard, parce qu'on pensait que le PIB serait équivalent d'ici peu de temps. Visiblement, ça a été remis un petit peu au calendrier grec. Alors, il faut voir aussi si maintenant tout ce que veut faire Donald Trump se vérifiera ou pas, dans le sens où, par exemple, il veut redonner du pouvoir d'achat à ses compatriotes, mais en même temps, en augmentant les droits de douane, il va augmenter l'inflation. Il va réduire les taxes aussi, sur les salaires notamment. Oui, alors il espère que grâce aux recettes qu'il va avoir, c'est assez cocasse d'ailleurs de le noter, enfin, je ne sais pas où il a trouvé cette idée, mais il espère que grâce aux recettes de ces droits de douane, il pourra supprimer à terme même l'impôt sur les revenus. Mais à court terme, ce que les économistes vous diront, c'est que en fait, ces droits de douane vont augmenter l'inflation. Si on augmente l'inflation, les taux d'intérêt vont peut-être remonter ou repartir à la hausse, donc, et donc le dollar risque aussi d'être plus fort, alors que justement il souhaiterait avoir un dollar plus faible.
Que le taux de chômage reste très faible, que la croissance résiste, c'est sans doute le seul moteur qui continue encore à fonctionner au niveau mondial. Il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment le plan IRA qui a permis d'attirer un certain nombre d'industries européennes ou d'ailleurs d'autres pays pour venir s'installer aux États-Unis. Il a fait énormément de choses extrêmement positives, mais visiblement le lecteur américain ne s'en rend pas compte ou l'a oublié, puisque le lecteur américain se baraque beaucoup sur l'inflation et il a gardé en tête que l'inflation était 20% moins élevée il y a 4 ans, donc avant le Covid, et donc il est un petit peu rancunier. Ce qui est assez étonnant, parce que vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Bill Clinton quand on lui posait la question pourquoi est-ce qu'il avait gagné les élections contre son adversaire, il disait « It's the economy stupid ». Ici, visiblement, on lui en sait pas gré, et visiblement, en tout cas quand on regarde les sondages, alors les sondages ils sont assez serrés, mais visiblement les marchés financiers semblent jouer la carte de Donald Trump, peut-être en jouant sur l'amnésie ou la rancœur des électeurs américains. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.